Le webinaire a démarré 18h pile. Donc on va attendre encore quelques secondes parce qu'on a d'autres personnes qui doivent se joindre à nous ce soir. Donc bonsoir à tous. Donc soyez les bienvenus ce soir pour notre atelier qui porte sur le rapport de fin d'intervention version dématérialisée. Valérie, si tu peux mettre ton écran. Ok. Alors, donc l'atelier de ce soir porte sur le RFI pour le rapport final d'intervention en version dématérialisée. Donc Philippe va vous présenter le RFI, qui est un document complexe puisqu'il est constitué de plus de 700 pages, et il va en profiter également pour mettre en avant des fonctionnalités de Paxpar. Il s'en suivra ensuite une démonstration qui sera animée par Valérie et Karim. C'est un cas d'usage, on a renommé les entreprises, donc dans ce cas-là, ce sera Nuclear Business. Et on terminera par des questions-réponses. Alors, pour vos questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et à la fin de la présentation, qui va durer à peu près une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes, on reviendra sur les questions et je vous propose pendant la présentation de couper vos micros de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc Philippe, je te passe la main au niveau du RFI, document complexe. Alors, je passe sur. Donc là, vous voyez l'écran, je zappe la première page. Vous voyez bien La Marguerite, oui. le RFI avec la marguerite. Alors, ce soir, on parle du RFI, rapport final d'intervention. Donc, c'est un document assez conséquent qui est utilisé dans le domaine nucléaire. On n'est pas du tout des spécialistes du nucléaire, donc pour les spécialistes qui sont présents, vous me pardonnerez les éventuelles erreurs. L'idée n'est pas ici de vous expliquer comment fonctionne un rapport final d'intervention dans le domaine nucléaire, mais plutôt de vous expliquer comment la plateforme Paxpar peut aider à construire et surtout à vérifier ce genre de document. Ce document nous intéresse beaucoup puisque dans cette session de ce soir, on voulait s'attaquer à un document relativement complexe et montrer que cette complexité peut être aisément prise en charge par Paxpar, en tout cas que la plateforme peut vraiment aider les personnes qui ont à construire ou à vérifier ce genre de document. Donc on a eu entre les mains un document qui faisait 1 millier de pages, qui était en fait lui-même une agrégation d'une centaine de documents. Euh, dans ces 100 documents, il y avait une cinquantaine de personnes impliquées et au total, euh, l'ensemble de ces documents collectait plus de 2000, enfin 2500 signatures. Euh, on va évidemment pas parcourir toutes ces pages ou tous ces documents. L'idée, en fait, ici, ce soir, c'est de vous montrer comment on peut automatiser un certain nombre de vérifications sur ce document, et plus précisément dans la démonstration que vont vous faire Valérie et Karim, c'est de prendre un cas, un petit cas particulier que je vais détailler juste après. Le principe de la plateforme, en fait, on a un fichier PDF qui est ce document de 2000 pages, on dépose, euh, et la plateforme va reconnaître le document et va pouvoir appliquer une liste enfin, une checklist, enfin, un ensemble de vérifications vraiment spécifiques au document. Donc, ce soir, on parle RFI, on parle nucléaire, mais ça pourrait être tout à fait autre chose et on pourra échanger, si vous le souhaitez, à la fin sur d'autres documents, d'autres usages. Ici, schématiquement, hein, vous voyez les trois étapes, on a ce PDF, on dépose, et à droite, vous avez la version un peu plus éclatée, un peu plus détaillée, des points qui peuvent être vérifiés. J'ai pas tout ouvert, ça tiendrait pas à l'écran et ça peut être assez complexe. Et j'ai mis en bas, juste à titre indicatif, le fait qu'une checklist, hein, en quelques secondes, on peut, dans ce document précis, on peut faire en fait des milliers de vérifications de dates, vérifier que toutes les dates entre les documents sont cohérentes, la séquence chronologique, le fait que des dates de conformité, enfin de certification doivent bien être incluses dans la période des travaux. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, je sais pas mon domaine, mais je pense que vous imaginez chacun ce que ça représente. Les références de documents, il y a aussi là aussi des milliers de vérifications à faire pour que les documents qui se font référence les uns les autres, que ces références soient bonnes. Évidemment les signatures, est-ce que les personnes ont bien signé? Est-ce qu'on a bien le bon nombre de signatures? Est-ce que c'est bien les bonnes personnes? Est-ce qu'elles sont habilitées à signer?
les différentes habilitations, certifications professionnelles qui y sont liées. Bon, je ne vais pas rentrer dedans dans le détail, on va en prendre un cas, Valérie et Karim rentreront sur un exemple précis. On peut évidemment vérifier la présence de documents, l'absence de documents, des versions. Voilà, je passe là aussi. On reviendra peut-être à la fin, ce que j'ai indiqué ici de façon très symbolique, les attributs CAO, d'analyse ou de contrôle et de test. En fait, vous allez voir qu'on peut intégrer dans ce rapport d'autres documents. On n'est pas obligé de se limiter à des PDF et on va pouvoir tirer tout profit de ces documents dans leur format natif. On n'est pas obligé de transformer les différents documents qui sont joints en PDF. Bon, tout ça évidemment en quelques secondes. Et alors le 99,9, c'est le chiffre à chaque fois qu'on sort. Ici, simplement en vérifiant les dates, les références, les versions, les indices, enfin, la présence ou l'absence de documents, on sait, les quelques experts, les quelques sachants du domaine qu'on a pu interroger nous expliquent facilement que c'est 99,9% des problèmes qu'ils rencontrent. Et encore, quand ils vérifient, aujourd'hui, ces vérifications sont manuelles, ils sont tout à fait conscients de laisser passer un certain nombre d'erreurs, d'oublis, de problèmes de date qui pourraient être tout à fait captés par la plateforme. Voilà le principe général de la plateforme. Si on rentre, alors je vais peut-être vous montrer, tout ça c'est des copies d'écran, mais là vous voyez je suis sur la plateforme, j'ai déposé tout à l'heure le document pour voir ce que ça donne. On retrouve ici, ça nous la Marguerite, mais c'est l'éclaté du document. En déposant le PDF, la plateforme peut nous donner cette représentation graphique. Donc on retrouve au milieu le document central et puis, alors bon, sous une forme plus ou moins lisible, on va retrouver les différents documents qui sont joints. Donc si je vais quand même aller dans une branche qui nous intéresse. Ici, j'ai le document AQ, enfin le dossier d'assurance qualité, qui lui-même contient un document DSI. J'ai déjà oublié ce que voulait dire l'acronyme DSI, enfin bon, vous me pardonnerez, qui lui-même contient un certain nombre d'autres documents qui sont les étapes, les actions à mener au sein de ce DSI, chacun de ces autres documents pouvant lui-même avoir d'autres pièces jointes. On a, alors je vais aller dans quand je maîtrise un peu mieux, le dossier d'assurance qualité doit également contenir les dossiers des différents sous-traitants. Donc on retrouve le nom du sous-traitant, les différents intervenants, leur carnet d'intervention, voilà. Les sous-traitants du sous-traitant, voilà, on l'a un deuxième, et ainsi de suite. Et on retrouve ici graphiquement. Alors, je vais enlever les fichiers en bout de branche pour que ce soit plus lisible. Et on retrouve ici l'architecture complète du document. Alors encore une fois, le but n'est pas de challenger cette architecture-là, on nous a fourni ce document-là, il était structuré comme ça, il pourrait être structuré d'une façon totalement différente, suivant les métiers, suivant les besoins. Il s'agit juste ici de montrer qu'on peut s'attaquer à des arborescences de documents assez complexes. Ici, vous voyez, je suis sur une branche soudure avec il y a 3 volets, 01, 06, 03, et je crois qu'on a même des documents un peu exotiques quelque part, ils ont une couleur différente. Voilà. Ici, on a une image, alors je sais bon, il y a un des dossiers qui contient une image, donc on peut aussi intégrer l'image en tant que telle et pas comme une simple page de PDF. Et ici, je crois que c'est des schémas SolidWorks ou AutoCAD, je ne sais plus très bien, qui sont attachés à ce endroit. Voilà, donc l'arborescence globale, dans ce que l'on va voir ce soir, on va s'attaquer au dossier assurance qualité avec le point de vue d'Isabelle, Valérie, mais qu'on renomme Isabelle ici pour notre scénario, responsable assurance qualité. Bon, elle est censée construire, ou en tout cas elle est responsable du document assurance qualité. Ce document fait partie du RFI et est lui-même un fichier PDF qui contient 40 autres documents. Je ne fais pas le parcours dans la Marguerite, mais vous voyez derrière ce rond rouge l'ensemble des documents qui vont être attachés. C'est environ 150 pages. Là, pour le coup, il y a les 50 intervenants, puisqu'on va retrouver les sous-traitants, les organigrammes, et ainsi de suite. Et à peu près 600 signatures. Voilà, chaque document, enfin, certains documents étant très riches en signatures. Donc, Isabelle doit construire
ce document en collectant d'autres documents et doit le fournir en amont au responsable du RFI. Or, dans l'exemple tout simple qu'on va vous montrer ce soir, Isabelle, elle va constater, la plateforme va l'aider à constater qu'il manque un document. Et ce document manquant, en fait, c'est une construction particulière du RFI qui fait que dans le LDA, le petit document, la liste des documents associés, quelque chose comme ça. Je vais vous leur dire ça, LDA. Documents applicables. Liste des documents Liste applicables. des documents applicables. Voilà, je vais trouver en acronyme. On a dans ce document-là, alors slide après, voilà, une autre personne est responsable de ce document, Jacques. En fait, dans ce document, on liste un certain nombre de tâches, d'autres documents associés. Et en fait, on va constater, la plateforme va constater qu'on fait référence à un document DI 002 qui devrait être, je vais retourner une seconde dans ma marguerite, qu'il devrait être, on a quelque part, voilà, DSI, on a ici un dossier DSI qui a un ensemble d'autres documents attachés. Donc normalement, ce tableau doit faire référence à ces différents documents et la plateforme va détecter que le DI 002 est absent, c'est ça. Tu m'arrêteras Valérie, tu m'arrêtes Valérie si je dis une bêtise, mais donc, et Valérie va donc constater cette erreur et va pouvoir demander à Jacques de régénérer un nouveau dossier LDA et lui transmettre. Alors vous voyez ici qu'on a 2 documents parmi la centaine de documents du RFI. On en a un assez costaud, 150 pages, 40 documents joints avec plein de signatures et d'intervenants. Et puis un autre beaucoup plus simple, un seul, on a une dizaine de pages, mais il n'y a pas de documents joints et il y a juste une liste de 80 références, peu de signatures, mais qui va nécessiter d'être construit. Voilà, j'en dis pas plus, je vous ai planté le décor. Là, je vais laisser donc Isabelle et Jacques jouer ce petit scénario donc en live sur la plateforme. Et puis on prendra, je retrouverai à l'issue de la démo pour recueillir vos réactions et qu'on puisse échanger un petit peu sur cette démo. Voilà, voilà Valérie, Françoise, je vous laisse. Je vais couper mon partage d'écran. Donc du coup, je vais reprendre la main. Donc, je suis Isabelle, je travaille pour Nuclear Business. Je suis la responsable qualité et mon responsable rapport final ou le rapport de fin d'intervention m'a demandé de lui fournir le dossier assurance qualité. Donc, j'ai déjà travaillé sur la question, j'ai le document suivant. À savoir le dossier assurance qualité. Je l'ai déjà généré avec un certain nombre d'éléments, normalement les 4 dossiers dont j'ai besoin. Donc ici, si on regarde un petit peu plus près l'organigramme de Nuclear Business, on va se rendre compte en regardant les pièces jointes qu'on a beaucoup d'intervenants, que chacun de ces intervenants, bien sûr, ont des habilitations. Si je regarde un petit peu l'organigramme des sous-traitants, de la même manière, je vais voir qu'on a plusieurs sous-traitants. Si je regarde le sous-traitant Silva, par exemple, ce sous-traitant Silva a, lui, un certain nombre d'intervenants également. Donc on voit que les documents sont soit des documents de mon entreprise, Nuclear Business, mais aussi bien sûr d'intervenants extérieurs. Donc ce document un petit peu en poupée russe, là, donc je l'ai déjà constitué et j'ai besoin de vérifier avant de l'envoyer à mon responsable qu'il est complet, que tout va bien. Je vais donc, avant de le déposer, je vais vous montrer que sur la plateforme ici, je vais dans la zone de vérification, le check. J'ai donc ce visuel, je drag, drop mon document, je le dépose sur la plateforme et je laisse la plateforme travailler. Donc normalement, si tout va bien, j'ai un blason vert et s'il y a une non-conformité, comme c'est le cas visiblement ici, j'ai un blason rouge. Donc je peux aller regarder d'un petit peu plus près où se situe la difficulté. Je peux même aller directement sur la vue non-conformité et je vois que c'est sur la conformité dossier assurance qualité.
J'ouvre cet élément, je vois qu'il y a un problème sur la liste des documents applicables et dossier de suivi d'intervention. Donc je vais ouvrir ces éléments. Il y a 88 documents applicables, 22 catégories et 10 dossiers de suivi d'intervention, alors que dans mon DSI, j'en ai 11. Donc je constate un écart entre mon document liste de documents applicables et mon dossier suivi d'intervention. Je vais en référer de suite au responsable LDA DSI. Jacques, j'aurais besoin de ton aide. J'ai constaté un écart dans les documents qu'on m'a fournis jusqu'à présent. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me renvoyer les documents à jour? LDA et RFI, enfin DSI, voilà, à toi de voir et me recontacter quand c'est prêt. Donc, je te fais ça tout de suite, Isabelle. Vous voyez les écrans, c'est bon? Oui. C'est bon, ok. Oui. C'est bon, oui. Donc, vu qu'il manque un document, on va aller sur la plateforme, on va générer tout ça. Et pour ce faire, j'ai besoin de mettre toutes les informations. Comme on peut voir là, il y a tous les champs de formulaire, tout ce qui est numéro de client, numéro d'affaires, numéro de contrat, tout ce qui est important forcément pour les documents. Donc moi, j'ai pas envie de m'amuser à remplir tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais glisser un ancien LDA. Et comme par magie, tout se met en place. Comme on peut voir. Et vu qu'il manque le DI002, forcément il n'est pas là-dedans, je vais aller le mettre dans le fichier, dans le tableur. Effectivement, il n'y est pas. Donc, je vais le mettre. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis le document. Et après, je vais le glisser pour qu'il s'ajoute dans le LDA. Hop. Voilà. Bon. Hop. Je vais l'actualiser. Ça peut arriver. Je mets le LDA d'origine. Voilà. Et c'est bien ajouté ici. Après tout ça, on finalise tout ça. Suivant pour finaliser. On attend qu'il se génère. Le voilà. Donc on va aller dans document suivi, dossier de suivi d'intervention pour voir s'il est bien ajouté. Et la ligne c'est bien ajoutée. Donc je t'envoie tout ça, Isabelle. Merci beaucoup Jacques. Alors là, vous voyez, on est sur la drop zone, hein, on est en vérification. Je vais à mon tour générer le nouveau dossier assurance qualité. Donc je me rends sur la plateforme dans la partie Craftform dossier assurance qualité en génération. Hein. Donc on avait vu la vérification, maintenant je vais générer un nouveau document. Pour l'instant, comme l'a montré Jacques, dans la partie saisie, tous les champs sont vides. Hein. La société n'est pas renseignée, le sommaire n'est pas renseigné. Je n'ai pas l'intention de recommencer mon dossier assurance qualité du départ. Je vais donc me servir
de l'ancienne version, celle que je vous ai montrée en vérification. Je la dépose. Voilà. Les champs se sont renseignés. J'ai donc bien mes 4 documents d'origine. Si je retourne dans la phase de déposer, ils se sont affichés ici. Je vais supprimer l'ancienne LDA. Voilà, je le mets à la poubelle. Je vais déposer le nouveau, celui que Jacques vient de me renvoyer. Voilà, dans la partie saisir, je supprime la ligne qui correspond à l'ancienne LDA. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai pas besoin de générer le document, puis ensuite de retourner le vérifier. J'ai une étape ici, vérifier. Donc je vais y aller, étape 3. Voilà, j'actualise pour avoir le visuel de la checklist et j'espère que cette fois-ci le blason sera vert, qu'on n'aura plus d'écart entre les lignes renseignées dans la liste des documents applicables et les documents de suivi d'intervention effectivement présents dans le dossier DSI. On a un blason vert, donc mon document est conforme, je peux le visualiser. J'ai ici donc le dossier assurance qualité, j'ai mon sommaire avec les 4 documents. Si je regarde un petit peu plus près les pièces jointes, j'ai bien mes pièces jointes, les métadonnées qui vont bien. Je n'ai plus qu'à finaliser. Je signe mon document, j'en prends la responsabilité, je finalise. Et comme ça a été le cas pour le document LDA de Jacques, le document finalisé va s'ouvrir ici dans un nouvel onglet et va également se télécharger dans ma boîte de téléchargement. Donc là, la plateforme est en train de travailler, de finir la création du document avec toutes ces pièces jointes. Le voilà qui s'affiche dans l'onglet supplémentaire et j'ai bien, comme ça l'était indiqué dans la vue tout à l'heure, j'ai mes documents joints et c'est celui-ci que je vais transmettre à mon responsable RFI. Donc voilà. Je pense qu'il est temps de passer aux questions. Alors effectivement, j'ai quelques questions. Tu voulais redire quelque chose, Philippe? Non, j'anticipe. J'espère que les questions vont tomber pile poil sur mon slide, et comme ça facilitera. Vas-y. Alors j'ai une question là. Comment fait la plateforme pour récupérer les infos qui sont dans les tableurs Excel? Bon, c'est pas mon slide, mais c'est pas grave. Alors, c'est un. Il y a plusieurs remarques. La première, comme vient d'insister Valérie et Karim, il ne s'agit pas de faire un outil où on fait de la ressaisie, donc il faut au maximum que on reprenne des infos qui sont déjà dans des documents. Alors évidemment, quand c'est déjà dans un PDF, une ancienne version du LDA, du dossier assurance qualité ou n'importe quel autre document, la plateforme peut reconnaître le document et précharger les champs du formulaire. Ça, c'est la principale source. Mais on ne s'est pas arrêté là. En fait, on accepte tout autre format qui est plus ou moins standardisé et pour lequel on peut lire des choses dedans. Donc, on a plusieurs connecteurs, dont notamment un connecteur très utile pour un tableur, où si on convient, si dans le formulaire on dit oui, on veut bien accepter un fichier Excel qui aurait tel et tel format, et on l'accepte et on charge le tableau ou les champs qui vont bien. Donc c'est un paramétrage, c'est un choix qu'on fait sur le formulaire ou le document. Ici, on a estimé que le LDA c'était quand même quelque chose de très tabulaire et que donc on acceptait que quelqu'un dépose un fichier Excel et qu'on allait lire les colonnes, les lignes qui vont. Donc tout ça, c'est des raccourcis, mais qui nous semblent extrêmement pertinents, puisque sur le terrain, il y a quand même beaucoup d'applicatifs, beaucoup de choses qui sont gérées dans des tableaux à gauche à droite, et il n'y a rien de pire que de demander à un opérateur de ressaisir dans un outil ce qu'il maintient de son côté, par exemple sous Excel. Voilà, donc c'est du paramétrage.
et on est assez libre d'inclure ce que l'on veut du tableur. J'espère que ça répond à la question. Merci Philippe. Une autre question, est-ce que votre plateforme peut repérer des signatures non conformes? Alors, signature, je pense que c'est signature électronique. Oui. Alors, alors là, pour le coup, mon slide va servir. Ce qu'il faut bien voir, ce qui est difficile à appréhender, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Je fais un petit détour, mais on va arriver aux signatures parce que c'est un des éléments que j'ai mis là dans le slide. Si on regarde à la partie gauche, si on n'a pas Paxpar, comment sont construits ce genre de rapport? Eh bien, on collecte des documents, on demande des tas de documents, des tas de personnes, et puis il y a toujours quelqu'un qui est puni et qui doit concaténer tout ça. Alors, il scanne, il aplatit, il merge, enfin, il prend des outils différents pour concaténer tout ça. C'est lourd, c'est compliqué, c'est totalement incompatible. Enfin, c'est encore plus lourd quand on a le scénario qu'on vient de vous présenter, c'est-à-dire oups, je me suis trompé, il manque quelque chose, faut refaire. Imaginez là dans un document de 800 pages, si en plein milieu il y a une ligne qui manque, il y a quelque chose qui manque. Donc tout ça est assez lourd si on a une approche classique qui consiste à faire une espèce de photocopie ou de scrapbooking. On concatène les documents entre eux. Parce qu'on se retrouve avec une suite, comme j'ai mis là, une suite informelle de documents aplatis, documents qui sont modifiés. Et c'est encore plus vrai pour les signatures, parce que finalement, dans ces documents qu'on aplatit, les seules signatures qui vont rester utilisables, c'est les signatures visuelles. Or, les signatures visuelles n'apportent pas la sécurité des signatures électroniques. Et si tant est que certains de ces documents aient été signés électroniquement, en aplatissant et en concaténant ces documents, on perd les signatures électroniques. Donc, dans ce document de 800 pages, de 1000 pages qu'on a eu à analyser, il y avait essentiellement des signatures manuscrites. Donc, on va dire que légalement, il reste vaguement valable. Mais les signatures électroniques, il y en avait quand même quelques-unes. Elles sont, elles, définitivement écrasées quand on concatène. Donc l'approche que l'on a sur la plateforme, qui est représentée à droite, les documents sont inclus les uns dans les autres. Donc le document signé par Jacques, il est inclus dans le document signé par Isabelle, qui est lui-même inclus dans le document signé par, j'ai oublié le nom du responsable du RFI. Ce qui est important de noter, c'est que le document signé par Jacques n'est pas modifié. La signature électronique que Jacques a appliquée sur son document n'est pas du tout modifiée. Il est inclus tel quel dans le document d'Isabelle. Donc on garde toute la solidité de la signature. Après, les 2000 signatures que l'on a référencées dans le document, elles sont intactes, elles sont conservées et elles peuvent être vérifiées. Alors là, on rentre dans un autre sujet qui va être, ok, on a 2000 signatures parfaitement intactes. Qu'est-ce que ça veut dire vérifier une signature électronique? Et là, on rentre dans un autre sujet qui va être, est-ce qu'on fait confiance à tous les fournisseurs de signatures électroniques? Est-ce qu'on vérifie juste les noms, les adresses mail? Est-ce qu'on aura systématiquement des numéros de téléphone? On rentre dans un autre volet que la plateforme peut tout à fait investiguer de façon plus ou moins détaillée. Et pour terminer avec une réponse plus courte à la question, on conserve toutes les signatures électroniques intactes et donc on peut les vérifier de façon extrêmement poussée et bien plus que ce que le ferait Acrobat Reader. Acrobat Reader, il va vous dire vert, la signature est présente, elle est bonne. Nous, on va vérifier ça, mais on va aussi vérifier, par exemple, que la signature, le mail associé à la signature est bien un mail qui finirait par le nom de la société ou est bien un mail qui est dans la liste des signataires que l'on a identifiés. On va pouvoir faire des vérifications spécifiques beaucoup plus poussées que ce que fera Acrobat. Ok, une autre question. Est-ce que si j'utilise votre plateforme, je peux avoir mon propre logo dans les documents?
c'est un point où là aussi la démonstration elle est forcément un peu rapide. Vous avez vu des PDF qui sont générés à partir de templates, de modèles de documents. Ces modèles, là aussi, on est passé vite parce que je ne veux pas que la démonstration soit longue et un peu trop fourre-tout. Mais ces modèles, c'est des documents Office. Bon, vous avez vu le tableur, mais vous n'avez pas vu le traitement de texte, mais plus basiquement, ça peut être un document Word dans lequel on place les balises, un peu comme on ferait du mailing sous Word. Donc, n'importe quel document Word peut être utilisé comme modèle, donc a fortiori, n'importe quel logo, n'importe quelle police, charte graphique, n'importe quel format. Vous avez peut-être vu passer rapidement le document LDA que construisait Karim. Il y a même des formats de pages, de paysages, portraits. On peut avoir toute l'attitude que le traitement de texte, que Word permettrait. Dans un dossier de 700 pages ou plus, comment retrouver des dessins industriels, des schémas, enfin, disons des fichiers un peu spéciaux? Alors, là aussi, si vous avez toujours mon écran sous les yeux, je n'ai mis que des logos de PDF, enfin des PDF inclus dans des PDF. Mais on a évoqué rapidement tout à l'heure le fait qu'on pouvait inclure n'importe quel autre type de fichier. Donc, admettons qu'on ait des fichiers de CAO issus de SolidWorks, AutoCAD ou je ne sais quel outil. On peut envisager, si ça a du sens, mais si ça a du sens d'inclure ce document, on peut l'inclure. Donc on aurait par exemple, je ne sais pas si dans le document initial, je crois qu'on l'avait ici, c'est sur les plans dossiers d'exécution, sur les plans matériels, là, le PM13, on avait deux fichiers, je ne sais plus, c'est SolidWorks, c'est ça, qui sont attachés. Donc non seulement ils sont attachés tels quels, c'est pas une impression, c'est pas un rendu visuel du plan CAO, c'est vraiment le fichier CAO qui est inclus. Donc il est signé, donc il est non modifiable, il est opposable devant n'importe quelle juridiction avec la solidité que lui confère la signature électronique. Mais en plus de ça, Paxpar va pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que si on veut par exemple vérifier que la référence du fichier AutoCAD est bien la référence de la pièce ou du plan qui est associé, on va pouvoir vérifier ça. On peut aller même encore plus loin. On a une maquette, un projet sur lequel on a travaillé, où c'était des maquettes d'architecture, et on pouvait interroger le fichier BIM, logiciel Revit, du SolidWorks pour les architectes. On pouvait interroger, Paxpar pouvait interroger ce fichier, interroger pour savoir combien il y avait de mètres carrés au sol, combien il y avait de fenêtres, par exemple, et puis pour chaque fenêtre, aller récupérer les références des fenêtres PVC utilisées et vérifier que dans le dossier d'architecture, on avait bien joint les PDF de certification CSTB, Calibat, peu importe. On pouvait vérifier qu'il y avait des fichiers en rapport, un peu comme l'ont fait là, Isabelle et Jacques, c'est-à-dire vérifier que un document contenait bien les références à un autre document. Donc on peut inclure, oui, d'autres documents que des PDF. Je pense notamment aussi aux images, une photo. Aujourd'hui, une photo que vous mettez dans un PDF, elle est rasterisée, elle est modifiée, vous perdez la résolution, vous perdez les métadonnées, vous perdez la géolocalisation, vous perdez énormément de choses. Et en cas de litige, en cas d'expertise, la photo que vous avez dans un PDF, malheureusement, elle est très pixelisée, elle n'apporte pas grand-chose. Là, avec Paxpar, vous pouvez inclure la photo originale et donc garder toutes les métadonnées de l'appareil photo, la géolocalisation, je sais pas moi, des données, le fichier RAW, des données infrarouges, si c'est une caméra thermique. Le fichier peut vraiment être inclus dans son format natif et donc garder toute sa valeur de J'ai vu des fichiers MetaYAML. À quoi ça ressemble? Alors, les fichiers, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que un fichier PDF, c'est uniquement un visuel.
Si on s'arrête à ce visuel-là, pour que la plateforme, pour qu'un outil informatique puisse utiliser les données du PDF, on serait obligé de faire de la reconnaissance de caractères ou de l'intelligence artificielle. Enfin, on est obligé de faire une espèce d'interprétation qui serait plus ou moins juste, mais dans le meilleur des cas, elle sera juste à 99. On n'aura pas une interprétation exacte des données. Pour qu'il y ait une interprétation exacte, il faut ce qu'on appelle des métadonnées. Beaucoup de formats de fichiers ont cette notion de métadonnées. Donc c'est ce que l'on utilise également, et c'est ce que l'on... Enfin, c'est ces fameux fichiers MetaYAML. Donc en fait, en plus du visuel qu'il y a dans le PDF, on écrit dedans des informations qui seront absolument à 100% non ambiguës pour un outil informatique qui va les lire. Voilà. Donc, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la norme FactureX. C'est un standard de métadonnées associé à un PDF pour représenter une facture. Ces métadonnées, elles évitent de faire de la reconnaissance de caractères, elles évitent de faire de l'intelligence artificielle sur un visuel de facture, et elles donnent une description parfaitement exacte des données de la facture. On généralise ce principe, et tout document, un dossier d'assurance qualité, s'il doit contenir une quinzaine de champs, on décrit ces 15 champs et on les met dans le métadonnées pour faciliter et rendre l'interprétation non ambiguë. Je n'ai plus de questions. Du coup, vous parlez de FactureX. FactureX, votre plateforme est capable de les générer? Quand on génère un document, donc là, dans la démonstration, Valérie et Karim ont généré 2 documents, un dossier d'assurance qualité et un, je sais plus quoi, LDA. La plateforme peut générer autant de types de documents que l'on veut. Alors, je fais cette périphrase-là pour expliquer qu'on n'est pas une plateforme qui génère des factures, mais on peut le faire. Si dans un métier donné, il faut par exemple générer une facture pour laquelle on associerait le bon de commande, le bon de livraison, des photos, je ne sais quelles autres informations que l'on jugerait utile de joindre à la facture, et on peut sans problème générer ce PDF, y associer les métadonnées, et les métadonnées, on les rendrait compatibles avec le format FactureX. Donc oui, on sait générer des factures au format FactureX, et à l'inverse, c'est vrai aussi, c'est qu'on sait lire les données d'un PDF au format FactureX. Et je terminerai par un petit exemple où la plateforme serait particulièrement efficace. C'est tout à l'heure, vous avez vu, Karim a déposé un fichier Excel pour faciliter la saisie du formulaire. On pourrait imaginer que Karim, il a généré pour son chantier 53 factures, et il n'a pas envie de faire 53 opérations très très répétitives dans son logiciel de facturation avec toutes les lignes. Et on peut imaginer qu'il ait tout ça dans son fichier Excel. Il déposerait son fichier Excel sur un formulaire PaxPar particulier, et ça lui générerait automatiquement ces 53 factures avec peut-être le dossier global du chantier associé, ou des photos, ou un schéma CAO, ou des certificats, mettons qu'il soit inspecteur, diagnostiqueur amiante. Ça pourrait lui générer ces 53 factures avec en copie son certificat, sa certification de diagnostiqueur amiante, ou son certificat d'assurance pour sa décennale. Imaginez un peu ce que vous voulez. C'est vraiment les cas particuliers, c'est vraiment si c'est générer une facture toute simple au format FactureX, on sait le faire, mais on ne sera pas très pertinent par rapport à d'autres outils ou d'autres plateformes. S'il s'agit d'associer la facture avec d'autres documents, ou de mettre d'autres documents dans la facture, ça oui, ça sera particulièrement bon là-dessus. Donc, si je comprends bien, est-ce que tu peux revenir sur la slide où il a des lignes, des documents? Voilà. Pardon, celui-ci? Cette slide, oui, merci. Et dans l'exemple pour la démo, ce qui manque, c'est la ligne qui est en rouge là, qui est entourée rouge là, c'est ça? Oui, alors c'est c'est une mise en situation. On est dans le domaine du nucléaire, ils font un rapport extrêmement sophistiqué,
Et dans ce rapport, il y a un document qui fait référence, enfin qui liste tout un tas d'autres documents. D'accord. C'est très spécifique, hein, il faut pas hésiter à le transposer. Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est pas le document qu'on génère nous, hein, on voit les Oui. perforations, enfin, c'est vraiment le document qu'on nous a fourni. On a fait un template Word qui va bien, et pour générer ce document, théoriquement, il faut saisir toutes les lignes. Donc on a le formulaire qui va bien pour saisir toutes ces lignes, mais on imagine bien que la personne qui va être peut-être un chef de chantier ou lui, il aura probablement ou un logiciel ou un fichier Excel, il aura quelque chose d'autre. Il va pas ressaisir tout ça. Donc c'est là qu'on a paramétré ce dépôt de fichier Excel pour dire, si tu dois fournir un document de ce type-là, autant plutôt que de tout saisir, autant que tu déposes ton fichier Excel. Bon, ça c'est pour le côté Excel. Maintenant, la vérification qui est faite, c'est que cette liste-là, alors je vais plutôt maintenant passer à un autre document, peut-être celui-ci. Peut-être que tu pourrais remontrer la démonstration sur le fichier Excel. Ce que je voulais dire, c'est que la structure du document est bien définie, c'est standard, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce qu'on ne veut pas montrer ou ce qu'on ne peut pas montrer en 5 minutes de démonstration, c'est que le document, ce document LDA, Oui. liste des documents applicables, Oui. on a défini un schéma. C'est-à-dire on a défini, on a Ok. dit une liste de documents applicables, il doit y avoir un numéro de client, des infos un peu Ok, d'accord. classiques. Mais on dit aussi que c'est une liste, et c'est là que c'est le tableau, hein. On dit que voilà, il faut le numéro du fournisseur, il faut le numéro du client, il faut un libellé, il faut une version. D'accord, ok. Voilà. Je sais pas, c'est comme si on définissait un document qui était un audit comptable et dans lequel on dirait il faut lister les factures qui sont problématiques, par exemple. On dirait, voilà, vous nous donnez la date, le numéro de la facture, le montant, la date, le numéro de la facture, le montant, voilà, il faut lister ça. Et nous, le formulaire se génère automatiquement, donc la personne peut saisir à la main, mais on imagine que ces infos-là, on les récupérerait d'autre part, d'où le fichier Excel. Et dans l'exemple que je viens de donner, si c'était un fichier comptable, on pourrait récupérer un fichier FEC, un fichier au format comptable. Voilà. On l'analyserait, on remplirait automatiquement. Ok, d'accord. Juste pour comprendre, et s'il manque les deux documents avec les écritures manuelles là, ça va marcher? Alors, on contraint le format des documents. C'est-à-dire quand on veut créer un document d'un type A ou d'un type B sur la plateforme, on va dire qu'il faut un champ date, un champ nom, une liste de bon. Donc la plateforme va nous inciter à saisir ça, elle va nous dire qu'il manque des champs, il manque ça, certes. Mais quand ces documents sont associés entre eux et qu'on veut les vérifier, c'est au niveau de la checklist, hein, c'est le résultat ici qu'on a à droite. Mais cette checklist, c'est un paramétrage qu'il faut faire. C'est ici qu'on va dire, j'attends dans mon dossier d'assurance qualité, je m'attends à ce qu'il y ait un document, liste de documents applicables. Et dans ce document-là, la liste des documents, je dois retrouver chacun de ces documents dans, je ne sais pas quoi, tel autre document. D'accord. Alors, il faudrait le transposer à un exemple qui vous parlerait plus, hein, mais si on imagine un document de mise en demeure, on a travaillé sur un sujet comme ça là, il y a quelques temps, le document relance mise en demeure, il va lister des factures. Et puis peut-être qu'on va joindre aussi un export comptable du compte client. Et la checklist, elle irait peut-être vérifier que chaque facture qu'on réclame, il est bien dans l'export comptable. Sinon, et dans ce cas, la démo qu'on vient de faire, ça pourrait être de dire attendez, vous réclamez 5 factures, mais sur les 10 et 11, hein, c'était l'exemple qu'on avait aujourd'hui, vous réclamez 10 factures, 11 factures dans votre mise en demeure, mais dans l'export comptable, il n'y en a que 10 qui apparaissent. D'accord.
Et, euh, et s'il manque les deux dernières lignes là sur le document, s'il n'y avait pas les écritures manuelles, Ah, ça oui, oui, ne se alors, détecte pas dans ce cas-là, n'est-ce pas? non, non, alors, on a laissé, enfin, on l'a laissé. Je trouvais que cette page-là, elle est assez intéressante parce que les deux écritures manuelles que l'on voit là, Oui, pour moi, ça illustre parfaitement le fait que sans une plateforme comme la nôtre, euh, un document de 800, enfin de 1000 pages, tu vas le concaténer une fois, et puis si jamais il y a un problème qui manque deux lignes, et oui, ben personne n'a envie de refaire le travail. Donc ils vont prendre leur stylo et ils vont écrire. Ils vont... Alors c'est amusant hein, parce que enfin amusant, ça ne fera pas sourire les personnes qui travaillent dans le domaine, mais sur un document comme ça de 1000 pages, et ben globalement, à 99,9%, tout est carré, tout est nickel. Et puis de temps en temps, voilà, on a deux lignes manuscrites, on a un truc qui est barré, une page barrée à la oui. main. Voilà, et ça, pour moi, c'est. Enfin, pour moi, pas que pour moi, mais en interrogeant les personnes qui font ces documents, bah, ils expliquent que, bah oui, mais il y a toujours au dernier moment un truc qui ne va pas. D'où la démonstration qu'on a fait, c'est qu'on voulait vraiment montrer que même sur 1000 pages, les 1000 pages sont prêtes et paf, on découvre au dernier moment qu'il manque un document, et ben voilà, Valérie dit à Karim, c'est pas bon, refais-moi le document. Il prend son ancien document, il le met sur la plateforme, il ajoute ce qui va pas et puis il le renvoie au responsable au-dessus. En Là. fait, ma question c'était, il avait des documents, mais il n'y avait pas ces deux lignes-là. Parce que Non, la non, personne n'a pas. Dans ce cas-là, ça ne se détecte pas, n'est-ce pas? oui, 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 non, 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 non. Alors attention que la copie d'écran que vous voyez là, c'est pas ces données-là qu'on a utilisées pour la démo. La démo, c'est la ligne rouge. On a, en fait, comment dire, dans le vrai RFI qu'on nous a donné, on a constaté qu'il manquait ce document. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème dans ce RFI. La ligne rouge qu'on a encadrée, bah, le document de 1000 pages qu'on a eu, ce document n'existe pas. Voilà. Maintenant, les deux lignes manuscrites qui sont en dessous, on a trouvé les documents, mais logiquement, ils auraient dû réimprimer la page 144 que vous voyez là, ils auraient dû incrémenter l'indice qui est en haut à droite, là, indice page R, ils auraient dû passer à S, ils auraient dû réimprimer le sommaire, la table des indices, enfin bref, enfin c'est de la folie. Oui. Je pense que ceux qui travaillent dans ce domaine-là enfin, nous ont dit et pourraient le dire là ce soir que c'est infernal quand il y a une erreur dans ce genre de document. Ok. Donc, juste pour apporter un peu de contexte à ce document-là, l'ASN, les inspecteurs viennent en moyenne une fois par mois sur les sites nucléaires, visiblement. Quand on a travaillé avec un expert, on a fait 2 sessions de travail avec lui, qui nous a expliqué que des inspecteurs arrivaient sur site à l'improviste et venaient vérifier un certain nombre de choses. Ce document LDA, c'est véritablement ce qui est en accord avec la réglementation. C'est-à-dire que la réglementation que la SN suit dit, ben voilà, vous devez avoir la liste de ces documents. Charge au sous-traitant qui doit réaliser le dossier d'assurance qualité de s'assurer qu'il met bien dans son dossier d'assurance qualité la liste de ces documents. Du D'accord. coup, ce qu'on montre, c'est que cette liste-là, ce fichier Excel, il est fourni, disons, il est issu, je dirais, la source, c'est la réglementation LDA qui est scalée, et le sous-traitant doit répondre à cette réglementation et doit apporter tous les documents qui sont listés. D'accord. Et c'est pour ça et c'est un cas réel, c'est-à-dire que le DI 002, quand Nadine l'a analysé, a vu que ce document était manquant. Parce que Ok. dans le processus, en fin de processus, il y a une personne qui joue le rôle du vérificateur et qui est censée vérifier ces points-là, notamment, entre autres. Ok, ok. Voilà, Il je sais faut pas bien si voir que ça éclaire ta compréhension au niveau du. Mais le LDA tel qu'il est défini, ça vient d'une source externe, réglementaire, à partir de laquelle il faut vérifier que le dossier, le rapport final d'intervention est bien constitué, donc est bien et comprend bien l'ensemble des documents qui ont été listés. C'est la première chose que les auditeurs font
notamment, une des premières choses qu'ils font quand ils réalisent un audit sur site et qu'ils veulent s'assurer que les documents sont cohérents. Ce soir, l'exemple qu'on a pris, hein, il est volontairement complexe, enfin en volume. Les règles de vérification sont étonnamment simples. Hein. Enfin, simples. Disons que les inspections se font déjà sur des choses simples. Est-ce qu'il y a tous les documents? Est-ce que les références sont bonnes? Et effectivement, cette page-là, de ce qu'on a entendu ou de ce que nous a expliqué, il y a minimum 3 anomalies qui peuvent être lourdes de conséquences. La ligne rouge, on fait référence à un document inexistant, et les 2 lignes manuscrites. Les 2 lignes manuscrites, elles ne devraient pas... parce que c'est impossible de dire si ça a été ajouté après la signature, à quel moment. Bah oui. Voilà. Exactement. Mais, voilà, donc c'est assez paradoxal. On a un document qui est très lourd, mais les vérifications sont relativement simples. Maintenant, dans les documents sur lesquels on travaille, on a souvent des documents beaucoup plus simples. Voilà. Je ne sais pas, un tableau d'amortissement, on aurait une liste de choses à amortir, et puis on aurait un export comptable ou une liste de factures, et il faudrait vérifier que ce qu'on amortit, on l'a bien en facture fournisseur, et que les montants qu'on amortit sont bien les montants qu'on a payés par exemple au fournisseur. Et tout ça serait dans un document PDF, audit, je ne sais pas quoi, commissaire aux comptes, audit des amortissements. Voilà, et on met dedans quelques documents joints, dont un fichier Excel, dont un export FEC. Donc voilà, on serait dans un document qui ferait peut-être 10-15 pages, qui aurait 4-5 pièces jointes, et on ferait le même exercice, hein, d'aller comparer une liste d'écriture comptable avec une liste de factures. Voilà, ça pourrait être ça. Mais là, oui, le volume, les 1000 pages font que tout ça prend vite des proportions assez énormes et rend la plateforme, à notre sens, encore plus pertinente. Oui, tout à fait. Oui, là, le challenge, c'était de pouvoir gérer un dossier de plus de 700 pages. Oui, dernière question. Est-ce que vous lisez le contenu, vous vérifiez aussi le contenu ou c'est juste au niveau de la structure et des métadonnées? Alors, c'est une bonne question. Je vais faire une réponse assez franche et assez directe. On ignore totalement le visuel des PDF. Ok. Totalement. Ok. Alors, j'ai répondu de façon Oui, un mais peu ça ne veut pas provocante. dire. Oui, alors je vais maintenant mettre un bémol à ce que j'ai dit, mais c'est provocant parce que si on fait l'analogie avec les factures, le format FactureX, il y a un flag, enfin il y a une option dans le format qui permet de dire que c'est les métadonnées qui priment sur le visuel. Oui. Donc, dit autrement, une facture au format FactureX, vous pouvez mettre la photo de Mickey ou de Donald ou de qui vous voulez sur le visuel du PDF. Ça restera une facture valide si les métadonnées sont correctes. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors je le dis comme ça de façon provocante parce que c'est vraiment le important pour nous. Alors évidemment, il faut que les visuels correspondent parce qu'on ne va pas mettre des métadonnées qui sont en contradiction avec le visuel. Mais c'est important parce que les machines traitant de plus en plus de documents, les documents étant de plus en plus dématérialisés, c'est vraiment les métadonnées qui priment. D'accord. Et dans votre cas d'usage, là, pour le nucléaire, c'est le cas. C'est bien ça? On a récupéré un document qui lui était purement visuel. C'était 800 pages voilà, 800 pages de trucs scannés, voilà. Et on a fait le travail de le redécouper, de mettre des métadonnées et d'imaginer ce que ce serait s'il y avait les métadonnées. Et la démo que vous avez vue et la checklist fonctionne sur les métadonnées. On a détecté le document qui a le sens sur les métadonnées. Voilà. Ok, d'accord. Mais je reconnais volontiers que la transition de l'un à l'autre, c'est un sujet à part entière. Hein. D'amener des business comme celui-là à travailler avec des documents structurés, hiérarchisés et signés électroniquement, alors qu'ils sont encore à empiler des pages et à les concaténer, c'est un travail, c'est du boulot. Mais une fois ces métadonnées-là construites, on peut appliquer sur d'autres documents du même genre, n'est-ce pas?
Oui, oui, Ah, et oui, tout à fait. Et ça peut être cross-business, hein. C'est-à-dire que par exemple, ce fichier LDA, on peut imaginer, je ne sais pas si ça aurait du sens, on peut imaginer je sais pas quoi, un audit sanitaire, mhm. eh ben, ils puissent utiliser ce fichier-là. Ils le prennent, ils le lâchent sur leur formulaire à eux, et puis ils Oui. iraient lire, par exemple, je sais pas quoi, le nom des personnes qui sont intervenues, par exemple, pour aller vérifier si une personne était bien, je ne sais pas trop quel usage d'ailleurs, mais oui, les métadonnées d'un document ont vocation à servir dans le business dans lequel il a été fait, mais aussi à l'extérieur. Comme pour une facture. Hein. Une facture aujourd'hui, on va dire, c'est l'administration fiscale qui a poussé pour avoir des métadonnées, mais Mm. aujourd'hui, tout le monde va s'en servir et on va lire des métadonnées Facturix, même si on n'est pas même si on n'est pas à Bercy. Mm. Alors, Oui, je c'est. rajouterais Mm. qu'en termes de fonctionnalité, le dossier qui est constitué, on peut très bien, par exemple, dans 6 mois, vouloir le revérifier, vouloir le déposer et s'assurer qu'à cette époque, tout était conforme. Pour ça, je cite un cas. Donc, par exemple, sur un des sites nucléaires, il y a eu une inspection qui a été faite Mhm. et qui a montré qu'un chef de chantier a réalisé des travaux alors que son carnet d'habilitation était expiré. La question était de savoir, est-ce que le carnet d'habilitation était expiré au moment des travaux ou après? Donc, du coup, en faisant ce dossier, parce qu'il faut voir que ce dossier, c'est grosso modo, c'est un dossier de traçabilité. Ça veut dire que quand on a le PDF avec tous les documents joints à l'intérieur, dès l'instant où le document est créé et signé, quel que soit à l'instant auquel je vais déposer ce document, je vais être sûr que je vais avoir l'entièreté de la traçabilité. D'accord? D'accord. Donc, si je prends mon dossier de traçabilité et que dans 2 ans, on me pose la question, ah oui, mais Madame Hensman, est-ce qu'à cette époque, enfin, le chef de chantier avait bien une habilitation conforme ou pas? Il me suffit juste de prendre le dossier et de le déposer sur la checklist et c'est bon, j'ai la réponse, ok, c'est conforme ou non conforme. Donc, j'ai aussi cette capacité de conserver dans le temps la conformité et donc du coup de m'assurer de la confiance que j'attribue à ce document. C'est Oui, pas uniquement inter et ou intra-partenaire, mais c'est aussi dans le temps. oui, et dans le temps, c'était aussi un scénario sur lequel tu avais travaillé. Moi, j'ai mis ici liste noire, liste blanche, mais trouver par exemple qu'un intervenant, euh, il a été démontré qu'il avait falsifié son certificat, il a conduit des grues alors qu'il ne pouvait pas, il peut être pertinent de rechecker tous les rapports qui ont été générés depuis Ça. 6 ans pour, en ayant blacklisté, enfin, en ayant ajouté cette personne dans une liste noire des intervenants, et finalement un rapport qui était OK, qui était vert, bah, il repassera en rouge parce qu'on va trouver que Bernard Dupont, bah, il est plus, il a été banni des intervenants parce qu'il a falsifié, voilà, et ça peut être un moyen de retrouver des dossiers sur lesquels il est intervenu et de faire des recherches, on va dire du retrait-rappel parce qu'on n'est pas dans l'agroalimentaire, mais de faire des recherches comme ça rétroactives qu'on ne ferait certainement pas avec des dossiers papier. Enfin, dossier papier, Ou on va même le avec faire des sur, progiciels qui te permettent de faire des correspondances. ou même avec des progiciels, puisqu'un dossier, par exemple, un chantier comme celui-là qui s'est achevé il y a 6 ans, que bon, l'appli est peut-être plus en ligne, elle a peut-être été archivée, bon, voilà, ici, nous, le gros intérêt, c'est que tout ce qui est utile à la vérification est dans le PDF. Donc, encore une fois, même si la plateforme a de la valeur, on peut l'oublier, la plateforme. Tout est dans le PDF. Et les automatismes, les règles, les vérifications, on peut les réappliquer 5 ans, 10 ans, 20 ans après. Il n'y a pas besoin de base de données, hein, on ne stocke rien, nous, tout est dans le PDF. Donc, c'est des interrogations et des requêtes qu'on peut refaire plusieurs années après. Et on a bien, le document est auto-portant et auto-suffisant pour pouvoir appliquer ces vérifications à un instant T et beaucoup plus tard. Et comment, comment je peux faire confiance à 100% à votre solution? En la Ça testant, aussi, c'est une bonne question. Alors, dans un premier temps. alors, Est-ce que, ouais, est-ce que c'est sûr à 100% ou alors 99
Alors, les données, j'ai indiqué qu'il n'y avait pas de base de données, hein. Toutes les données qui sont utilisées sont dans les PDF, dans les documents. Donc déjà, les données sont dans le document, on ne Oui, conserve rien. oui, L'autre point, c'est que la recette, enfin, les checklists, hein, les recettes de vérification vous appartiennent, c'est à vous. Donc ah, les règles, les vérifications que vous faites, elles sont à vous. Je dirais le ok, dernier maillon qui ne vous appartient pas, mais pour lequel on a quand même un objectif à moyen terme, c'est que tout le code qui permet de vérifier ces checklists-là, il a vocation à devenir open source. On d'accord, n'ouvrira pas toute la plateforme, la partie SaaS, tout ça, notre modèle économique est basé là-dessus. Mais en tout cas, le cœur, c'est ce qui permet d'exécuter une checklist sur un PDF donné et donc de pouvoir prouver que quand on dit vert, c'est vert et quand on dit rouge, c'est rouge. Ça a vocation à être open source. d'accord, Donc, on va dire que devant un tribunal ou face à un expert, bah, le document est autoportant, toutes les données sont dedans, y compris, je sais pas quoi, les fichiers Excel, les fichiers AutoCAD. La checklist, bah, l'éditeur, la société qui fait cette checklist, elle a tout intérêt à la publier et à la rendre disponible. En tout cas, ça, c'est nos clients, c'est pas nous, hein. Et par contre, nous, on publierait le code source qui permet de vérifier tout ça. effectivement, c'est une solution, oui. Merci pour vos réponses et votre démo. Merci à vous. De rien. Je vous propose d'arrêter là, donc il est 19h05. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que cette démonstration vous a apporté peut-être de nouvelles réflexions sur la gestion de vos documents. Et puis, je vous dis à une prochaine fois lors d'un prochain petit atelier. Merci beaucoup.